J'ai fait, alors j'ai vu qu'il y avait une représentante de la SIG, hein, elle pourra vous en parler. J'ai fait un chantier où on avait 35 opérateurs en zone. Donc 35 opérateurs en zone, ben, je vous laisse faire le calcul, ça fait 105 kits par jour. Mais quand c'est mouillé, ça représente du volume. D'accord? Et c'est multiplié par le nombre de jours de travail. Donc ces déchets, quand ils sont en zone, ben, ils suivent un parcours. On a un sas déchets ou un sas matériel qui nous permet d'aspirer le sac, de le laver, d'accord, de le faire transiter par un sas de décontamination où il est douché. Un opérateur à l'extérieur le récupère, le réensache avant d'être mis dans un GRV, un big bag. D'accord? Alors, il faut imaginer que lorsque j'ai 10 personnes en zone, j'en ai 9 qui travaillent. Le 10e, il s'occupe juste de l'ensachage automatique parce qu'en fait, on n'a que des tuyaux dans les étages et les centrales d'aspiration sont en bas. Mais on a un sac qui tombe toutes les 20 secondes. Donc lui est juste chargé de prendre le sac et de le retirer, de le mettre sur le côté et de le scotcher. D'accord? On a une autre problématique. C'est lorsqu'on est en dépression, j'ai des chantiers où j'ai 40 extracteurs d'air. L'extracteur d'air, c'est ce qu'il y a de principal, parce que le confinement qu'on voit en Polyane, c'est ce qu'on appelle un confinement statique. Mais ce n'est pas ça qui empêche les poussières d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est cette dépression. D'accord? Et dans cette dépression, ça inclut quoi? La réglementation me dit, on considère qu'à 10 pascal, le pascal étant l'unité de mesure de la dépression, à 10 pascal, on est sûr qu'il n'y a pas de fibres de l'intérieur qui partent vers l'extérieur. Mais 10 pascal, c'est trop juste pour moi. Les règles de l'art me demandent d'être à 20 pascal au départ. Pourquoi? Parce que si ma dépression descend, ce qui arrive en cours de ponçage, parce que les préfiltres s'encrassent, quand ça s'encrasse, eh ben, ma dépression elle a tendance à légèrement tomber. Ensuite, je peux avoir des accidents dans mon confinement. D'accord? Je peux avoir des ouvertures. Quand j'ai une ouverture, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que j'ai un trou dans mon confinement que j'ai de l'air qui part de l'intérieur vers l'extérieur, tant que ma dépression est bonne. Sauf que comme j'ai de l'air qui n'est pas maîtrisé, que je n'ai pas pris en compte dans ce qu'on appelle un bilan aérolique, j'ai un risque. Donc ma dépression, elle va baisser. Et moi, à 13 pascal, je m'approche des 10. Donc c'est un seuil d'alerte pour moi. Donc ce seuil d'alerte va me faire basculer, va faire que je vais mettre une installation avec des autocommutateurs, alors je suis un peu technique, mais c'est important, qui me font basculer des extracteurs d'air de secours qui se mettent en marche automatiquement, ce qui me permet de réélever ma dépression. Et en fonction du chantier, je peux en avoir 1, 2, 3, 4, c'est fonction de la dimension de mon chantier. D'accord? Donc, j'ai également un transmetteur téléphonique qui nous alerte automatiquement lorsqu'on a une baisse de dépression. Donc, tout ça engendre des coûts. J'en reviens aux déchets. Les déchets donc, sont emballés. En amont, maintenant, sauf les particuliers, mais tous ceux qui ont un numéro de SIRET ont l'obligation, depuis le 1er février, de s'inscrire sur Track Déchets. D'accord? Traquer les déchets, ça porte son nom, hein, Track Déchets. Ou c'est un très gros chantier. Et là, je n'ai pas de problème. Je peux mettre des conteneurs sur mon chantier et les faire partir directement du chantier vers mon bateau qui part en métropole. D'accord? Ou c'est un petit chantier. Et là, je dois faire ce qu'on appelle un regroupement. Donc, je dois disposer d'une installation classée pour l'environnement. Une installation classée pour l'environnement, ben, moi, j'en ai une qui n'est pas à moi, donc j'ai un coût pour ça, qui est chez E-Compagnie, qui est présent sur le stand. D'accord? Donc, je suis autorisé. Il faut savoir que toutes les marchandises dangereuses ont une réglementation. Donc, l'ADR pour la route, l'IMDG pour le maritime, IATA pour l'aérien. L'aérien, on n'envoie pas d'amiante. Mais par contre, oui, on a de l'ADR. Donc, on a une exemption d'ADR, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir une déclaration ou d'avoir un chauffeur formé à condition qu'on transporte moins d'1 tonne par chargement. Donc, j'ai un petit chantier, c'est regroupé dans un container pour regroupement jusqu'à ce qu'il soit plein.
mais il vous faut disposer d'une installation classée pour l'environnement pour ce faire. Autre problème, là c'est pour les petits chantiers et les particuliers, ou les entreprises qui font des travaux de sous-section 4. D'accord ? Alors vous allez en entendre parler aujourd'hui. La différence entre la sous-section 3, c'est retrait d'amiante. J'ai des murs qui sont en bon état, où j'ai des reprises partielles, où je viens percer des trous ici pour mettre de l'électricité, ou un carottage pour mettre une clim. On n'est pas obligé de désamianter. On passe par une entreprise de sous-section 4, donc par des personnes qui ont été formées en sous-section 4, mais qui ne sont pas certifiées, contrairement à nous. D'accord ? Donc leur champ d'action est limité. Par contre, elles ont des déchets. Elles ont des déchets qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ils ne produisent pas suffisamment de quantité pour le maîtriser. Et la problématique de ces entreprises, c'est que bien souvent, ces déchets-là ne sont pas vendus. Et quand ils m'appellent, moi, pour récupérer les déchets et que je leur donne le coût, bah, ils tombent à la renverse. Et ils me disent, il y a juste un problème, c'est que moi, je n'ai pas vendu ça. Je fais, oui, tu n'as pas vendu ça, bah, il va falloir prendre sur ta marge. Parce que le problème, les déchets doivent être identifiés au nom du client. C'est-à-dire que chez un client, je ne peux pas mélanger des dalles de sol vinyle qui contiennent de l'amiante avec de l'enduit. C'est deux conditionnements différents. Et le pire, c'est quand vous avez 2 mètres linéaires de descente d'eau pluviale. Parce que là, j'ai 2 mètres, mais dans un conteneur, j'ai le droit à une palette et à un big bag. Donc pour moi, ce qui est vendu, c'est la place dans le conteneur. Donc moins il y a d'amiante, et plus il y a un coût. Plus le chantier est petit, plus proportionnellement au nombre de mètres carrés, il est important. C'est pour ça que lorsqu'on m'appelle et qu'on me dit « Est-ce que tu peux me donner un coût au mètre carré ?» Non, ce n'est pas possible. Sur un chantier où j'ai 60 000 mètres carrés à enlever, les frais fixes d'une opération, on ne les voit pas. C'est dilué dans les 60 000 mètres carrés, parce qu'on arrive à des sommes astronomiques. Et là, on peut considérer qu'on va être à 100, 120 euros du mètre carré. Mais sur une petite opération où j'ai 20 mètres carrés, bah, tout coûte très cher, parce que le chantier, je vais le monter de la même façon. Donc là, on peut être à 2000 euros du mètre carré. Alors, je vais vous citer une anecdote. Un jour, j'ai un bureau de contrôle de Lille qui me dit « Écoute, j'ai une opération là pour un maître d'ouvrage, je dois donner une enveloppe. » J'étais en voiture, je l'écoutais d'une oreille. Il me dit « J'ai donné 1000 euros du mètre carré. » Ça me paraissait important. Donc j'ai dit oh, « Oui, 1000 euros, t'es bien. » Sauf que je n'avais pas le contexte du chantier. Il s'écoule 10 mois. Un jour, cette personne m'appelle, me dit bah, « Tiens, il y a le marché qui va sortir. » Je ne me rappelle plus de la conversation qu'on avait eue 10 mois avant. Et il me dit, bon, t'as 20 mètres carrés, j'ai donné 20 000 euros. J'ai dit en extérieur, mais t'es pas bien ou quoi? Mais 20 000 euros, c'est juste les travaux préparatoires, il va falloir faire gardienner. Et cette personne me dit, mais je t'ai appelé, je t'avais dit 1 000 euros, mais je n'avais pas le contexte. Donc en fait, tout dépend du contexte. Déjà, quand j'ai un gardiennage, ça monte très haut. Et je vous dis, la plus grosse problématique pour moi, c'est d'avoir un particulier qui m'appelle au téléphone, parce que je ne sais pas quoi lui répondre. Et bien souvent, on pense que je suis un représentant de l'État, d'accord, que j'ai des financements, on me dit, mais qui va payer? Je ne sais pas qui va payer, mais vous me demandez... et je suis cash au téléphone. Hein. Je dis, attention, vous voulez un coût? Ce que je peux vous donner, c'est une estimation. D'accord? Et pour un particulier, c'est une problématique. Pour une petite opération, c'est une problématique. C'est pour ça qu'en amont, il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels. Le nerf de la guerre dans le désaimantage, c'est l'argent. On monte à des chiffres, des fois astronomiques, pour une démolition. Mais il faut le faire parce que si on démolit avec l'amiante, bah, on a des problèmes environnementaux, des problèmes avec tout le public qu'il peut y avoir à côté. Donc, lorsqu'on sait déjà le coût qui engendre une opération, bah, on s'y prépare. Quand on fait l'inverse, c'est des affaires qui explosent en vol. Donc, je peux vous dire qu'en 24 ans, j'ai vu beaucoup d'affaires exploser en vol parce qu'on n'avait pas pris en compte la problématique amiante. Aujourd'hui, bah, les maîtres d'ouvrage maîtrisent un peu plus cette donnée. On en parle de plus en plus. Vous avez vu que
C'est la première année qu'il y a un salon de l'amiante. Moi, ça fait 24 ans que je ne fais que du désamiantage. Tout le monde ne me connaît pas, beaucoup de gens me connaissent sur l'île, mais tout le monde ne me connaît pas. Mais ça permet aussi d'échanger. Ça permet aussi de répondre à vos interrogations, à vos questions. Par contre, il y a une question qu'on me pose souvent, d'accord, c'est comment faire pour que ça ne coûte pas cher. Pas possible. Comment faire pour... j'ai un produit qui est dégradé. Quand un produit est dégradé, complètement, c'est du retrait. Quand c'est de la reprise partielle, on peut faire intervenir une entreprise de sous-section 4. Mais attention, une entreprise de sous-section 4, elle travaille aussi par niveau d'empoussièrement. Je rappelle qu'il y a 3 niveaux d'empoussièrement. Le niveau 1, qui va de 0 à 100 fibres. C'est-à-dire que lorsque je perce un trou dans un mur, on considère qu'on va faire 6-7 fibres. Donc, c'est rien du tout, on peut le faire. Si je fais des saignées dans un mur, on peut arriver à des chiffres très élevés. Et là, on est sur du niveau 2. Et niveau 2, il faut savoir monter un chantier comme nous. On peut le faire en sous-section 4, à condition d'avoir un encadrant technique, d'accord, et de mettre en œuvre un chantier comme nous, on sait le faire. Mais c'est possible. Mais c'est très technique, très compliqué. D'accord? Donc, faire un carottage, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant. Attention au mot encapsulage. D'accord? L'encapsulage, tout le monde pense... Alors, de l'encapsulage, vous avez trois choses. Vous avez ce qu'on appelle le doublage. Le doublage, j'ai un mur où j'ai un enduit amianté avec une peinture. Je suis dans une école. C'est pas dégradé, mais par contre, les chaises des enfants font que ça frotte le mur, pour ceux qui sont près des murs. Je peux mettre une plaque de Viroc. Une entreprise de sous-section 4 peut le faire. C'est ce qu'on appelle du doublage. D'accord? J'ai un sol qui est dégradé à un endroit qui ne nécessite pas de travaux de dépose, qui ne nécessite qu'une action corrective à l'endroit où c'est dégradé. Je peux faire un recouvrement. D'accord? Mais sans mettre un produit, sans mettre un ragréage entre le sol et mon nouveau lino ou parquet flottant ou ce que l'on veut. On peut le faire en sous-section 4. L'encapsulage n'est réservé qu'aux entreprises d'SS3. Parce que l'encapsulage, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas couler du béton sur des dalles de sol. Il n'y a aucun intérêt à faire de l'encapsulage. Parce que l'encapsulage, moi, je n'en ferai jamais sur des produits en mauvais état. Parce que je ne serais pas capable de donner une garantie d'étanchéité dans le temps. D'accord? Donc, attention à ces termes. Doublage, oui, en SS4. Recouvrement, oui, en SS4. Encapsulage, non. Il n'y a pas de produit miracle qu'on peut mettre sur un mur parce qu'il est dégradé. Par contre, repeindre un mur qui n'est pas dégradé, où il y a de l'amiante, oui, on peut. SS4, pas de souci. Vous avez parlé de 2 plateformes qui ont été mises en place en fait depuis février, je suppose depuis février 2023. Oui. Qui a accès à cette plateforme et qui peut intervenir sur quoi concernant cette plateforme dans les processus des opérations que vous avez en fait de désamiantage ou pas? Alors, la plateforme Track Déchets, tous ceux qui y sont inscrits. D'accord? Donc Track Déchets, c'est tout ce qui concerne les déchets. Une fois que vous y êtes inscrit, vous savez exactement où en sont vos déchets. D'accord? Démat Amiante, c'est les services de l'État. C'est-à-dire qu'avant, on déposait un plan de retrait en papier ou par mail. Quand on le déposait en papier en main propre, on faisait tamponner et les 30 jours couraient à cette date. Maintenant, non. C'est au service de l'État d'aller piocher chez Démat Amiante, d'aller voir ce qui se passe. Et encore une fois, les services de l'État ne valident pas. Parce que j'entends souvent, ils ne valident pas un plan de retrait. Ils émettent des observations sur ce plan de retrait.